Bonjour, c'est Imad et vous écoutez le podcast des 1%. Le podcast pour ceux et celles qui cherchent à atteindre leur véritable potentiel et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Les 1%, ce sont les performeurs de classe mondiale dont on va décortiquer les habitudes et comportements qui les ont menés vers le succès. Hello et bonjour tout le monde. Alors pour ce premier épisode, je me suis dit je vais commencer d'abord par partager avec vous les raisons pour lesquelles j'ai pensé à faire un podcast déjà et puis vous donner une idée sur les thématiques et le contenu des prochains épisodes. Alors première question déjà, pourquoi un podcast ? Alors personnellement ça fait pratiquement 3 ans que je suis presque accro à pas mal de podcasts quotidiennement parce que pour moi c'est une manière très, très intéressante, très optimale de se développer, de se renseigner, de se divertir aussi, tout en faisant autre chose, en conduisant, en faisant son sport. Et puis je pense que ça a aussi un caractère presque intimiste et comme je me suis essayé à faire une chaîne YouTube qui continue d'ailleurs, je me suis dit ok, le next step ça va être de faire un podcast et nous y voilà. Donc en même temps je me lance dans une thématique qui me tient vraiment à cœur parce que pour moi on est en tant qu'humain, je pense qu'on est stretché, on est arrivé à un point où l'humanité est devenue un rythme infernal, un rythme presque intenable, d'ailleurs au boulot comme dans la vie privée. Parce qu'on a de plus en plus d'exigences pour nous-mêmes d'abord et puis pour nos proches, notre entourage, pour nos collaborateurs. Et puis on va forcément avoir, et on le voit au quotidien, on a de plus en plus de stress, on a de plus en plus de besoin de récupérer plus. On trouve même pas les bons moyens, on arrive la plupart ont des soucis même pour récupérer le soir avec un sommeil qui est pas du tout réparateur on va dire et puis on se rend compte très très vite qu'on est dans une sorte, on est coincé dans une sorte de cercle vicieux et on n'en voit pas l'issue. C'est-à-dire c'est l'image qui me vient à l'esprit, c'est un hamster qui est en train de courir dans sa roue et il ne sait pas pourquoi, mais il court. Et voilà, donc très souvent, on va penser que c'est à cause de notre boulot, que c'est à cause de notre boss. On va chercher à changer de boulot, à changer de boss, et on va se retrouver dans une autre entreprise. Bon, les premiers jours, ça se passe bien parce que c'est le début. Et puis très 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 rapidement, on se rend compte que bon, même ici, il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de stress. Et donc ça fait partie aujourd'hui du quotidien de tout un chacun. Et voilà, donc le fameux équilibre vie privée, vie professionnelle, le fameux work-life balance, on est à des années-lumière et plus on avance, plus ça devient très très délicat. Alors aussi le format podcast, comme je l'ai dit au début, permet aussi de partager des choses un peu plus personnelles et je vais commencer par ça justement pour contextualiser la raison même du podcast, mais aussi de mon background. C'est que alors depuis 2010 j'avais environ 11-12 ans de carrière, pas d'âge mais de carrière, et j'avais en fait j'avais pas de quoi réellement me plaindre parce que j'avais tout ce dont un jeune cadre pouvait rêver. J'ai eu un parcours très très classique d'école de commerce, premier boulot, j'ai enchaîné ensuite beaucoup de multinationales avec des postes de management puis de direction et puis une responsabilité régionale en Afrique, au Moyen-Orient. J'ai eu la chance de lancer pas mal de business et tout et aussi bien sûr avec les avantages qui vont avec ce type de poste, mais malgré tout cela j'étais pas vraiment épanoui parce qu'il y avait toujours cette sensation de chercher quelque chose de mieux, une constante recherche d'équilibre, de satisfaction personnelle, j'ai envie de dire.
En fait, c'était un mix de choses, hein. Il n'y avait pas une seule chose en particulier. Et pour la petite histoire, pour l'anecdote, dans cette même période-là, j'avais un rythme de vie intenable. Donc, je voyageais énormément, partout en Afrique. J'avais un rythme tellement intenable que physiquement, j'en souffrais. Et ça m'a coûté parce que j'ai chopé pas mal de maladies. J'ai eu la grippe porcine que j'ai chopée en Afrique du Sud. J'ai eu la tuberculose et j'en passe. Et voilà, donc ça c'est juste pour donner un tout petit peu de contexte. Et par contre, ce que je retrouvais en fait, ce que je faisais pour avoir un semblant d'équilibre, c'est que j'avais une sorte de refuge, une valeur sûre qui était le sport. Ça m'a permis de tenir le cap, de progresser, de continuer à donner le meilleur de moi-même et surtout d'avoir l'énergie nécessaire. Et donc moi depuis tout petit, j'ai des parents qui ont toujours été sportifs et en réalité j'ai jamais arrêté de pratiquer depuis tout petit le sport. J'ai fait du cross à l'école et les profs de PS, d'éducation physique, dès qu'ils me voyaient en début d'année scolaire, très rapidement, toi tu vas faire le cross. Donc je faisais les championnats scolaires et je faisais du 3000 mètres. Et donc voilà, donc c'était le premier sport que j'ai pratiqué. Ensuite j'ai fait de l'équitation à un niveau national, et Dar es Salaam, etc. J'ai fait du karaté, du tennis et autres. Et puis à un certain moment, fin des années 80, je découvre d'abord le bodybuilding. J'ai ensuite découvert aussi le judo qui pour moi continue à être une véritable passion. Et pendant cette période, c'était vraiment une période de bodybuilding où le bodybuilding avait une mauvaise presse, une mauvaise réputation. On associait cela à l'utilisation des stéroïdes, etc. Donc, et on ne connaissait pas quelqu'un qui va prendre ce qu'on appelait des poids, des haltères ou des barres pour faire de la musculation. C'était presque... je me cachais pour m'entraîner. Je le disais pas. Et donc, tout ça va faire qu'au fil des années, j'ai maintenu une sorte de schizophrénie entre ce que j'appelle une double passion, la première pour l'entreprise et puis celle du sport qui m'a toujours poussé aussi à avancer sur les deux en parallèle. Et sur le volet sportif, à un certain moment, j'ai fait mes certifications. D'abord pour moi, parce que j'ai toujours été comme ça. J'ai jamais voulu faire des choses juste comme ça. Donc une pratique sportive pour moi, c'est aussi comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent, comment être meilleur. J'ai jamais été un sportif du dimanche, comme on dit, ou un sportif loisir. Toujours pris les choses très très à cœur pour me renseigner et aussi pousser un peu la réflexion et puis les études pour aller au maximum en fait de la connaissance sur un sujet particulier. Et donc voilà, donc pour moi, quand je partais au boulot, c'est comme quand je partais faire du sport. Je prenais les deux au sérieux, avec la même préparation, avec la même motivation, et puis à un certain moment, toujours en 2010, parce que c'est là où j'ai commencé l'histoire que je vais vous raconter, c'est que j'étais à Durban en Afrique du Sud et j'ai rencontré en fait une sorte de mentor que j'ai suivi par la suite, qui m'a sérieusement mis sur une piste intéressante au fil des discussions, sur laquelle j'ai travaillé pendant les 5 années d'après, et le temps d'avoir encore plus de diplômes en sciences du sport, de la performance. J'ai fait des certificats en personal training aux États-Unis, de la nutrition, des certifications en nutrition aussi, les sciences de la récupération. J'ai même fait des certificats en tant que sleep coach, parce que c'est en train de se développer. Donc c'est quelqu'un qu'on paie pour nous aider à mieux dormir. Bon, c'est un peu utopique, mais c'est comme ça parce qu'on en aura besoin de plus en plus. Et puis en 2015, je me lance avec le démarrage d'une aventure qui est l'entreprise FitCorp, qui accompagne en fait les athlètes
comme les entreprises à atteindre leur véritable potentiel de performance. Et quand je parle de performance, c'est dans le sens très très large de la performance, aussi bien individuelle que collective. Alors justement, parce que mon expérience du monde de l'entreprise, qui aujourd'hui atteint 22-23 ans, m'a permis de voir qu'en réalité, dans le monde de l'entreprise, il y a pratiquement 99% des gens qui évoluent dans l'entreprise qui passent à côté de leur véritable potentiel. Alors, ce sont des gens qui sont bons, qui sont brillants très souvent, mais il leur manque des choses. Et c'est justement les 1% qui vont faire de brillantes carrières, qui vont tenir dans le temps et qui ne vont pas s'éteindre très rapidement. Et en fait, moi j'ai vécu d'une manière très très proche la frustration que peut créer un décalage entre notre véritable potentiel et ce qu'on fait réellement dans le monde d'entreprise. En tout cas, c'est très flagrant et on a des gens qui font des carrières de 40 ans et qui ont toujours ce sentiment d'être passés à côté de choses plus intéressantes. Et donc j'ai eu des gens en coaching, en one-to-one qui me disaient « Écoutez, moi je vaux mieux que ça, mais aujourd'hui, c'est comme ça, donc j'ai pas pu faire la carrière que j'ai voulu avoir. » Et souvent, on trouve que c'est dû à un problème en entreprise, c'est que l'entreprise jusqu'à aujourd'hui n'est pas arrivée à réellement systématiser la performance. Et donc il y a un véritable besoin d'un modèle pour la performance individuelle et collective. Et c'est quelque chose que le monde du sport a très très bien su faire. D'ailleurs, quand on revoit l'historique du coaching, alors le coaching est né dans le sport. Les premiers coachs, ce sont des coachs sportifs. Aujourd'hui, quand on parle de coach dans le monde de l'entreprise, c'est devenu banal ou normal. Tout le monde accepte ça, alors que c'est né dans le monde du sport. Donc le monde du sport a toujours eu une longueur d'avance sur celui d'entreprise parce qu'il y a une obligation de résultats et pas seulement de moyens. Et les résultats sont aussi très visibles. Il y a toujours un vainqueur, un perdant et c'est comme ça, même dans le monde de l'entreprise. On devrait arriver à cette rigueur, avoir des mécanismes nécessaires pour toujours performer au top niveau. Bien sûr, ça va être de plus en plus concurrentiel et ça l'est déjà. C'est pour ça que les 1%, ce sont eux qui vont avoir les promotions, ce sont eux qui vont être pas que pour les promotions, mais aussi pour un épanouissement personnel, je ne sais pas, mais peut-être vous avez dans votre entourage ou vous avez en tête des gens que vous avez côtoyés en entreprise et à qui tout réussit. Des gens qui vont être à l'aise, qui vont peut-être moins stressés que vous, qui vont vraiment gravir les échelons de différents postes, etc. Et on n'arrive pas toujours à comprendre pourquoi. Voilà, donc ça c'est un peu d'où vient toute cette réflexion. Et pour moi, aujourd'hui, le manager dans une entreprise doit devenir un véritable sportif de haut niveau. Parce que quand on travaille, c'est devenu un sport. On a des objectifs qui sont d'ailleurs de plus en plus élevés. On a une forme de peur de l'échec, un stress de plus en plus important. Et donc, pour moi, ça a été naturel que je réfléchisse à des modèles qui fonctionnent bien dans le monde du sport, mais aussi les tester, les appliquer au monde de l'entreprise. Donc, d'ailleurs, dans le monde du sport, les sciences de la performance qui sont relativement récentes, c'est qu'on parle de quelque chose qui est récent dans les 10 dernières années. On ne parle pas de quelque chose qui existe dans le monde du sport depuis longtemps. Aujourd'hui, on a des structures dans tous les clubs de haut niveau, dans les grands clubs de foot, par exemple. Il y a des structures de performance avec des postes qui se sont créés, qui sont des postes de directeur de la performance. Et même au niveau sport individuel, tous les tennisman, professionnels, les coureurs automobiles, etc., ils vont avoir les athlètes, etc., vont avoir des coachs de performance qui vont être attitrés. Et je pense que et c'est ma prédiction personnelle, ça vaut ce que ça vaut, que ça vient de plus en plus, ça viendra de plus en plus dans le monde de l'entreprise. Et donc,
Et ça a pour vocation de faire en sorte que les individus se rapprochent au maximum de leur véritable potentiel et ne pas passer à côté. Voilà, donc moi, ma double casquette, je la garde aujourd'hui parce que je continue à être dans le monde de l'entreprise, mais aussi dans celui du sport, tous les deux en tant que compétiteurs, on va dire, et en tant que pratiquants. Et d'ailleurs, pour la petite histoire et pour partager avec vous, en 2015, quand j'ai démarré FitCorp, j'ai eu pas mal de gens sceptiques autour de moi, des amis qui m'ont dit: écoute Ahmed, ça c'est super, mais c'est plus pour les États-Unis, peut-être en Europe éventuellement, mais au Maroc, tu connais la mentalité marocaine, la fameuse mentalité marocaine, comme si c'était une fatalité et que personne ne va accepter ce concept. On est encore très très loin, on est à des années-lumière. Moi personnellement j'y ai cru, et quand j'ai démarré avec des choses très très banales telles que le sport en entreprise, ou le bien-être en entreprise, la nutrition aussi, et des choses très basiques et qui aujourd'hui sont de plus en plus acceptées, même recherchées dans l'entreprise, à condition de bien comprendre le monde de l'entreprise et comprendre les concepts pour les adapter, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire les choses n'importe comment. Et donc moi je partage cette histoire parce que pour moi, l'humain, la performance humaine obéit aux mêmes règles, que l'on soit dans quel que soit l'environnement dans lequel on va évoluer. Ça va être les mêmes besoins, même s'ils sont latents, ça va être exactement les mêmes. Donc voilà, j'ai partagé avec vous un peu le pourquoi de la chose, pourquoi ce podcast. Donc voilà, nous arrivons à la fin de ce premier épisode, qui est un épisode pilote. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Et comme vous êtes les pionniers, je vais vous demander un petit service, c'est de vous abonner donc sur la plateforme de votre choix. On va être sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, éventuellement SoundCloud, et on va aussi faire en sorte d'avoir une version vidéo sur YouTube. Et voilà, vous pouvez aussi vous connecter avec moi sur les différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Voilà, donc merci encore une fois, et au prochain épisode pour rentrer dans le vif du sujet avec une première thématique performance. Merci et à bientôt.